Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news cette semaine-ci, même si on est plus vers le mois de décembre, donc en général ça se ralentit un petit peu. Du coup, comme d'habitude, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Je pense qu'il y a certaines personnes qui oublient des fois qu'elle existe et qu'il n'y a aucun mal à sauter plus loin dans la vidéo. Elle est là pour ça, il n'y a aucun problème. Toutes les actualités ne sont pas faites pour vous intéresser forcément. Dans tous les cas, commençons. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait que début janvier, nous avons le CES qui arrive bientôt. Donc, c'est le Consumer Electronic Show de Las Vegas qui sera au tout début janvier. Et nous aurons évidemment des news au niveau AMD, Intel et Nvidia, avec certaines actualités qu'on va voir juste après. Mais vous aurez aussi pas mal de nouveautés au niveau smartphone certainement en partie, mais aussi TV et tout ce qui est électronique de manière générale. Notamment une news que moi j'attends un peu personnellement au niveau TV, c'est le fait que LG doit faire des dalles de 42 pouces OLED. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que devant moi j'ai un écran 43 pouces qui n'est pas OLED et qui coûte aussi cher qu'un écran OLED. Et j'aimerais beaucoup avoir plutôt un écran OLED parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les écrans OLED sont plutôt pas mal pour pas mal de choses. Bon, ils ont un peu la tendance à mourir rapidement, mais j'aimerais voir ce que ça donne d'en utiliser un comme écran de PC, basiquement, et voir si c'est possible, tout simplement. J'ai déjà vu une vidéo de Linus Tech Tips sur le sujet, et c'était plutôt intéressant. Lui, il avait des soucis de burn-in, mais il utilise l'écran très lumineux, alors que moi, j'ai tendance à l'utiliser pas très lumineux en réalité. Genre, je baisse toujours la luminosité sur tous les écrans que j'ai, parce que je les trouve trop lumineux. Alors ça, techniquement, réduit un petit peu la qualité des couleurs, de réduire la luminosité, mais yep, si c'est trop lumineux, c'est trop lumineux. Si ça me pète les yeux, ça me pète les yeux. Donc, je suis sûr que moi, j'aurai moins de problèmes, mais yep, très intéressé. Bref, dans tous les cas, le 4 janvier, on aura la présentation AMD Intel. Nvidia devra avoir des news, mais il n'y a pas vraiment de présentation prévue pour le moment, donc on verra bien. Mais c'est possible que ce soit peut-être une présentation à part. Des fois, ils le font. Ou tout simplement, ils vont juste sortir les produits comme ça via une présentation qui sortiront comme ça virtuelle. Et puis, les différentes marques présenteront les nouveautés. Donc, apparemment, on aurait, pour information, hein, et on va voir quelques news là-dessus, mais chez AMD, on devra avoir des cartes graphiques comme la 6500 XT et la 6400. On a aussi apparemment des rumeurs comme quoi il pourra avoir des Ryzen avec le fameux 3D cache, même si je trouverais ça un peu bizarre de les sortir maintenant alors que leur prochaine architecture sort début 2022. Après, peut-être que ça pourrait permettre de couper un peu l'herbe sous le pied d'Intel. Intel va avoir d'autres processeurs, évidemment. Donc, notamment plus de processeurs de la 12e génération au niveau PC fixe. Notamment le fameux Core i5 12400F que j'attends beaucoup. Et aussi les processeurs mobiles. Et en même temps, chez Nvidia, on devrait avoir des cartes graphiques aussi mobiles, notamment l'existence de cette 3080 Ti mobile qui pourra arriver. Ça, on en avait déjà entendu parler. Et puis certainement d'autres refresh en tout genre. Ce qui est logique, parce que début 2021, en janvier, on avait eu un refresh de tous les ordinateurs portables, si vous vous souvenez. Et du coup, c'est logique que le prochain refresh est tout pile un an après, parce qu'il faut ressortir des nouveaux modèles chaque année pour les marques. Ensuite, on a une news au niveau de Apple qui, malheureusement, et c'est très triste, donc j'aimerais qu'on prenne le temps d'être triste pour Apple. Il faut peut-être faire même une minute de silence, mais Apple va devoir réduire la production d'iPhone parce qu'ils n'en vendent pas autant qu'ils ne l'espéraient. Ce qui est évidemment fort dommage que tonton Apple, Tim Cook notamment, ne puisse pas se payer ce qui se paye. Je ne sais pas ce qui se paye en réalité. En tout cas, il ne pourra pas se payer son magnifique bonus de fin d'année, ce qui est fort dommage pour lui. Enfin, il se le payera quand même, ne vous inquiétez pas, mais pas autant qu'il aurait espéré. Donc oui, outre le spasme un petit peu à part, un petit peu le troll, oui, Apple va réduire la production d'iPhone parce qu'ils espéraient en vendre 90 millions. Finalement, ils ne vont pas en vendre 90 millions, ou en tout cas, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est certainement dû au fait que l'iPhone 13, bien que c'est une upgrade intéressante et que c'est un bon et que ce sont des bons smartphones, surtout au niveau batterie, franchement, ils sont très impressionnants. Ce n'est pas une énorme upgrade par rapport à l'iPhone 12. On pourrait même l'appeler l'iPhone 12S au final, parce que dans la plupart des cas, c'est à peu près le même smartphone.
Il y a eu évidemment une petite upgrade au niveau processeur, il y a eu une bonne upgrade au niveau efficacité énergétique et au niveau de la batterie qui est plus grosse, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de durée de vie, notamment sur le modèle mini. Et ça, c'est un modèle évidemment assez unique parce qu'il y a très peu maintenant de vendeurs de smartphones de taille miniature. Il y avait Sony il y a quelques années, il n'y en a plus. Donc c'est quand même cool que cet iPhone 13 mini en tout cas existe et je pense que c'est une très bonne upgrade pour beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des anciens iPhones qui étaient assez petits, qui veulent toujours un petit iPhone. Mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui attendaient des nouveautés en fait. Des nouveautés qui ont certainement été repoussées vers l'iPhone 14 parce que c'est un petit peu le but d'Apple, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'iPhone de cette année-ci qui justifiera une upgrade mais nous fait pas jouer toutes nos cartes, vous voyez. Il y a toujours un aspect de temporiser. Contrairement à des fois ce qu'on peut un peu voir au niveau, par exemple, des téléphones Android, où la concurrence est assez rude et du coup, tous les constructeurs Android ont tendance à toujours mettre le plus possible tant qu'ils peuvent. Donc là, Apple certainement gardera de ses fonctionnalités pour 2022, fin 2022. Une fonctionnalité que beaucoup de gens attendaient d'ailleurs, c'était Touch ID sur le bouton Power. C'est quelque chose qu'ils font déjà sur des iPads notamment, qui est tout à fait possible, qui n'est même pas très compliqué, et qui leur permettrait ou plutôt qui permettrait aux gens de pouvoir utiliser leur iPhone sans taper le code quand ils sont dehors et qu'ils ont le masque notamment, parce que ça évidemment c'est un problème avec Face ID qui ne reconnaît pas correctement le visage. Certaines personnes ça marche, mais pas tout le monde, donc yep. Ensuite, une autre compagnie qui a aussi quelques petits problèmes, donc une petite minute de silence aussi pour eux, ça devrait suffire. C'est Nvidia qui a un petit problème avec leur deal de rachat d'ARM parce que le Federal Trade Commission, le FTC, a décidé de tout simplement bloquer le deal pour le moment parce qu'il le trouve problématique. Parce que je vous rappelle, Nvidia voudrait racheter ARM qui est évidemment la compagnie derrière tous les designs des processeurs mobiles qu'on a de ces derniers temps, enfin depuis très longtemps en réalité. Donc n'importe quel processeur mobile utilise un design d'ARM qui des fois est modifié. Dans le cas d'Apple, c'est modifié. Dans le cas de Qualcomm, c'est modifié. Mais la base du design vient quand même d'eux. Et du coup, ils ont un énorme contrôle sur énormément d'appareils. Vous devez bien vous en douter. Et du coup, Nvidia voulait ce contrôle, tout simplement. Récupérer ça pour certainement récupérer un énorme marché quand on y pense. Même si ARM, en quelque sorte, ne fabrique pas tous ces processeurs mobiles, ils sont juste les personnes qui fournissent le design en tant que tel, les plans au final, c'est quand même une position énorme au niveau force. Donc forcément, ça pose problème parce que Nvidia a déjà énormément de contrôle sur sa part de marché des semi-conducteurs, donc que ce soit au niveau carte graphique notamment. Donc forcément, s'ils récupèrent le contrôle d'ARM, ça leur donne encore plus de contrôle sur le marché des semi-conducteurs. Donc là, le FTC n'était pas trop content là-dessus. Donc pour le moment, le deal va passer en cours de justice, tout simplement. Donc il va falloir voir s'ils gagnent, s'ils arrivent à justifier leur rachat au final. Mais oui, une chose est sûre, c'est plutôt compliqué. Et on se doutait bien que ce serait compliqué, donc on verra bien. Et tenez compte aussi que ça, même si ça se débloque là, ça peut bloquer autre part. Ça peut bloquer au Royaume-Uni, d'où est basé d'ailleurs ARM. Et là, ça bloquerait totalement le deal aussi. Donc, yep, beaucoup de problèmes ici pour Nvidia. Et on verra bien ce que ça donnera. Ça va prendre du temps, tout ça. Tenez-en compte, ça va prendre des mois et des mois. Donc, on se reverra d'ici le Texama Show 230, 235, certainement, en 2022, en espérant que ce soit une meilleure année, j'espère. Ensuite, en parlant du monde du mobile, ici on reste toujours au niveau un petit peu processeur, vu qu'on va parler de Snapdragon et de Qualcomm. Ils ont présenté, ou plutôt ils ont lancé techniquement, leur prochaine génération de processeurs mobiles. Donc ce sera, alors c'est un nouveau nom maintenant, donc ne cherchez pas trop. Ce sera le Snapdragon 8 Gen 1. Oui, on verra bien ce que ça donnera. Qui du coup utilisera d'ailleurs un nouveau design ARM qui est ARM V9. Donc, comme vous pouvez voir, l'influence ici d'ARM qui est assez importante.
Du coup, ce sera le processeur que vous verrez dans tous les téléphones haut de gamme de l'année 2022, en attendant qu'il le refresh, évidemment. Donc, vous aurez l'habituel, du coup, maintenant design qui est assez nouveau depuis l'année dernière, qui est le Very Big Big Little, du coup, avec un Cortex X2 au centre. Vous aurez ensuite 3 cœurs haute performance, qui seront des Cortex A710. Vous pouvez voir que le nom ici a changé aussi. Et vous aurez 4 cœurs haute efficacité énergétique, qui seront des Cortex A510, qui eux, encore une fois aussi, ont changé de nom. Donc, ils promettent 20% de puissance en plus par rapport au Snapdragon 888 et une réduction de l'énergie de 30%, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, il devrait utiliser le processus de gravure en 4 nanomètres. Et le plus important, et on voit peut-être l'influence ici d'AMD avec Samsung, c'est que la partie GPU, elle, a eu la plus grosse upgrade cette année-ci avec une augmentation jusqu'à 50% des performances. Et ça, c'est assez énorme. Après, évidemment, il faudra voir si réellement c'est le cas, parce que ils aiment bien donner des chiffres pour que ça fasse joli. Mais du coup, oui, ça c'est plutôt cool, parce que comme j'ai dit bien souvent avec les processeurs mobiles, c'est que vous regardez toute l'industrie au niveau PC fixe, au niveau rendu 3D, tout ça, tout utilise de plus en plus de GPU, et vous regardez les téléphones et c'est genre, oh, un meilleur CPU. Et le GPU, il est genre, il est bien, mais il est juste à la traîne derrière en mode, attendez-moi. Donc c'est... Enfin, en fait, ça m'étonne que c'est pris autant de temps, en réalité, qui passe à améliorer plus le GPU, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc oui, vous verrez ce processeur partout, dans à peu près la plupart des flagships, y compris notamment les Galaxy S22 de chez Samsung, donc on verra bien ce que ça donnera. Un autre processeur qui a été présenté aussi en même temps, et ça c'est plutôt intéressant, c'est le Snapdragon G3X Gen 1. Donc, encore une fois, nouvelle nomenclature ici. Donc, ce serait le G3X en quelque sorte, je suppose, qui est du coup un processeur fait pour les appareils mobiles gaming. Donc, c'est pas forcément fait pour les smartphones gaming, même si peut-être on le verra dans des smartphones gaming. Il est fait ici pour des consoles un petit peu à la Nintendo Switch, tout simplement. Et d'ailleurs, ici, oui, le format est très similaire à une Nintendo Switch, sauf qu'on ne peut pas évidemment retirer les manettes, mais c'est très similaire. Aussi, en réalité, avec les avancées qu'on a vues au niveau GPU, en tenant compte que ce processeur, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, en réalité. Ils n'ont pas trop précisé, donc ça, c'est un petit peu dommage. Si vous regardez tous les slides qu'ils ont donnés, ils parlent beaucoup plus au niveau plateforme et pas forcément au niveau du processeur en tant que tel, mais certainement, il aura une partie GPU très impressionnante. C'est son but. Mais peut-être qu'ils vont un peu retirer au niveau CPU. Peut-être qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait moins de cœurs dedans. Ils vont peut-être utiliser peut-être même aucun cœur Cortex X2 parce que ça ne sert à rien pour une console mobile. Et ils vont peut-être se concentrer à mettre le plus possible de puissance dans le GPU. Un petit peu quand vous regardez la Switch, c'est un petit peu le cas. La Switch a un GPU qui reste encore très puissant, même par rapport à des processeurs mobiles de ces dernières années. Mais par contre, sa partie CPU, elle est à la ramasse totale. Genre, il n'y a même pas comparaison. Vous avez des téléphones entrée de gamme vendus en 2019 qui avaient un meilleur CPU, c'est pour dire. Donc, yep, ça pourrait être la stratégie ici, mais évidemment, on ne le sait pas trop. Le but ici qui vise par contre, c'est des écrans 120 Hz, un peu plus de 6 pouces. Donc là, en particulier sur cette console en tout cas. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je suis assez curieux personnellement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'en ai déjà beaucoup parlé. C'est quelque chose pour lequel j'adhère aussi beaucoup. Notamment, vous avez cet appareil mobile que j'utilise souvent pour de l'émulation, que je dois encore faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse certainement, mais que j'utilise énormément. Donc c'est basiquement un ordinateur, hein, comme vous pouvez voir. Oui, l'écran est un petit peu sale. C'est un ordinateur avec genre un Core i7 dedans et tout. Et il y a Windows qui tourne dessus. Ça me permet de notamment émuler les jeux que j'aime jouer. Mais j'ai aussi notamment aussi ceci qui marche plutôt bien. Donc ça, c'est juste un smartphone avec une manette mobile collée de chaque côté. Donc ça, c'est la Razer Kishi, il me semble. Oui, c'est ça. Kishi. Oh, quel nom un peu merdique, on peut le dire. Bref, et là, dedans, vous avez le Red Magic
le combien? Le Red Magic, le tout dernier avec un Snapdragon 888. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'utilisais plus aussi pour l'émulation, même si au final, j'utilise maintenant plus le mini PC portable parce que c'est plus puissant pour l'émulation, ça marche mieux. Donc, yep. Donc, en gros, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Hey, hâte de voir ce que ça donne. » Donc là, ils ont d'ailleurs présenté en partenariat avec Razer. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais, yep, je suis intéressé. Maintenant, si c'est pas plus puissant au niveau GPU que les autres Snapdragon qui sortent sur les téléphones haut de gamme, j'aurais juste envie de dire quel est l'intérêt? Autant acheter un smartphone, autant acheter une manette comme j'ai montré. Comme vous pouvez voir, ça vous permet de toujours utiliser le smartphone, surtout que la manette, vous pouvez la replier, la mettre dans votre sac, et vous avez déjà le meilleur des deux mondes. Surtout qu'il faudra aussi voir le prix. Donc, yep. Je suis intéressé, mais je reste un petit peu... Genre, je prends avec des pincettes, parce que des fois, on a déjà vu des produits qui servaient basiquement à rien. Ensuite, on a justement une news qui est en rapport avec le CES qu'on a vu en début de Texama Show. Donc, notamment avec un refresh prévu pour tous les ordinateurs portables à partir de janvier, et ça, c'était prévisible. Donc, on devrait voir arriver certainement une RTX. Ici, on a vu... Alors, il y a eu un listing en fait de la série Nitro 5 qui est un assez bon ordinateur portable, peu cher aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc notamment on l'a vu avec les nouveaux Core i7 et Core i5 mobiles, ça on sait qu'ils arrivent, rien d'étonnant, mais on a aussi vu avec une RTX 3070 Ti et 3050 Ti, mais ça on la connaît bien. Donc la 3070 Ti par contre ça c'est nouveau, elle existe sur PC fixe mais n'existe pas sur ordinateur portable jusqu'à maintenant en tout cas. Et on a aussi des rumeurs, je vous rappelle, sur une 3080 Ti mobile qui devra arriver et qui, elle, utilisera un nouveau GPU qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant et qui aura jusqu'à 7400 coups d'accord. On l'a vu dans un précédent Texama Show. Donc là, on ne sait pas trop les specs de cette 3070 Ti. Ça va être un petit peu bizarre parce que la 3080 existe déjà avec 6144 coups d'accord. Qui est techniquement le GPU d'une 3070 Ti sur PC fixe d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Donc cette 3070 Ti devrait avoir 5600 coups d'accord. Ça devrait être ce GPU-là, mais un petit peu castré. Et toujours avec 8 Go de GDDR6. D'ailleurs, vous voyez que c'est la même quantité de RAM qu'une 3080 aussi, et qu'une 3070. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le même GPU. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais c'est pas très étonnant qu'il y ait ce refresh de prévu. Ce ne sera pas un refresh incroyable, franchement. Mais bon, si les nouveaux processeurs mobiles d'Intel sont vraiment intéressants pour un ordinateur portable, et qu'en plus, il y a ces nouvelles cartes graphiques qui arrivent, peut-être que ça fera baisser les prix des anciens modèles de l'année dernière, ça vous permettra de les acheter pour moins cher. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ensuite, petite news rapide sur un petit peu Windows 11. Windows 11 continue d'être corrigé au niveau mise à jour. Il continue aussi de corriger des choses qu'ils ont fait intentionnellement. Donc ça, c'est aussi un problème. Notamment au niveau du navigateur par défaut. Ça, c'était quelque chose qui était assez abusé. Alors, ils n'ont pas mis comme image sur cette news, mais en gros, par défaut, à l'heure actuelle, sur Windows 11, si vous voulez changer de navigateur par défaut, vous devez changer pour chaque extension que peut ouvrir un navigateur. Donc le point HTML, les points PHP aussi techniquement, oui. Toutes les extensions que vous pouvez trouver sur le web, basiquement, il fallait changer pour chaque truc. Parce que par défaut, évidemment, c'était Microsoft Edge. Donc, si vous vouliez utiliser Chrome, par défaut, vous deviez changer tous ces trucs-là et ça prenait du temps. Et c'était très, très, très embêtant. Donc, dans une nouvelle preview de Windows 11 qui sortira bientôt, vous pouvez le faire avec un seul clic, basiquement. Et c'est une bonne chose. Et ça m'étonne qu'ils aient osé même faire ça parce que c'était juste n'importe quoi. Mais bon, il y a aussi d'autres changements au niveau du menu démarrer qui va recevoir quelques upgrades parce que certaines personnes ne sont pas satisfaites. Personnellement, je le trouve aussi un petit peu genre notamment, par exemple... il manque d'informations dessus. On a aussi perdu les tiles animés. Il y a des programmes pour les remettre, mais c'est un peu du bidouillage. Vous avez aussi toujours un problème, selon moi, au niveau des widgets qui... par exemple, le widget de temps sur Windows 10, il est en bas. Là, je le vois sur ma barre des tâches, il me dit le temps. Ok, génial.
Sur Windows 11, mais vous devez faire un clic quelque part en plus, donc vous ne le voyez pas en permanence et tout, donc c'est un peu embêtant. Il y a d'autres trucs très étranges. Donc, yep. En gros, il y a des améliorations à faire pour Windows 11. Il y a eu des changements qui ont plus été faits par choix de design, franchement, plus que par vraiment logique. Donc, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, j'espère que Microsoft va faire en sorte de rendre Windows 11 mieux que Windows 10, parce que l'heure actuelle, c'est discutable, dirons. Ensuite, on a une news au niveau carte graphique, pour une carte graphique, évidemment, qui va intéresser beaucoup de gens, vu qu'elle va résoudre énormément de problèmes au niveau du fait que les gens ne peuvent pas acheter de carte graphique et tout. Et c'est évidemment la RTX 3090 Ti. Non, c'est pas le cas. Cette carte graphique n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas qui a besoin de cette carte graphique. Je ne sais pas qui a demandé cette carte graphique. Certainement personne, mais Nvidia s'est dit qu'il devait absolument faire cette carte graphique. Et elle arrivera bientôt parce qu'on a eu une confirmation au niveau de notamment Micron, qui fabrique notamment les puces GDDR6X pour Nvidia. Et ils ont confirmé l'arrivée d'une puce qui atteindrait les 21 Gbps de bande passante. Et du coup, la 3090 a des puces de 19,5. Donc forcément, c'est pour un produit plus haut de gamme ici. Donc ça donnerait une bande passante totale sur cette 3090 Ti de 1008 Go à la seconde. Donc cette carte, pour information, on en a déjà pas mal parlé au niveau rumeur, utiliserait le full GPU GA102. Donc la 3090, en réalité, est un petit peu castrée par rapport à la puce qu'il y a dedans. Elle utilise du coup 10 496 coups d'accord. Et au total, en réalité, il y en a, comme j'ai dit, 10 752. Donc il y a 2 RT Core en plus, il y a aussi quelques Tensor Core en plus. Mais basiquement, c'était déjà pratiquement le full GPU. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose au niveau performance? Probablement pas. Surtout que, je vous rappelle qu'il y a entre une 3080 et une 3090, il y a genre 15% de différence. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et là, il y a une énorme différence de code d'accord. Ici, il n'y a rien au niveau code d'accord. La seule vraie différence, au final, c'est au niveau de cette GDDR6X, qui réellement devrait donner son petit lot de performance en plus, mais un processeur de 3090 pourrait juste overclocker sa RAM et récupérer une partie de cette performance. Donc, yep, je ne vois pas trop l'utilité de cette carte graphique, franchement. Je ne voyais pas trop l'utilité de la 3090 déjà, même si j'en ai une, mais il y avait quand même l'intérêt pour plus des tâches professionnelles ici, je pense. Rendu 3D, ce genre de choses. Mais du coup, une 3090 Ti maintenant... Ouais, le truc, c'est que au lieu de se concentrer sur fabriquer des nouvelles puces GDDR6X qui vont plus rapidement, est-ce qu'on pourrait pas fabriquer plus de puces GDDR6X pour la 3080? Le GPU qu'il y a là-dedans, ça peut devenir une 3090. C'est pas une si grande perte que ça, franchement, ça va encore. Faut pas déconner. Donc, à mon avis, c'est Nvidia accumule de plus en plus de GA102 qui sont très bons. Genre, l'entièreté du GPU est bon. Et du coup, ils se disent, rentabilisons-les. Parce que la 3090 coûtait 1500 €. Forcément, une 3090 Ti, ça va être... Oh, alors là, ne vous attendez pas juste à une petite augmentation de 100 €. La 3080 Ti, notamment, vous avez une énorme augmentation au niveau prix. Mais là, ça va être, à mon avis, elle va être à, je dirais, 2000 $. Franchement, c'est 2000 $. Le prix annoncé par Nvidia, le prix que vous pourrez vraiment l'acheter, c'est une autre chose. On verra bien ce que ça donnera. Mais une chose est sûre, n'achetez pas cette carte graphique par pitié. Ensuite, en parlant d'autres trucs qui ne servent à rien, mais dans un autre registre totalement différent, vous avez une marque qui s'est dit, si on faisait un écran 7/32e. 7/32e, ça donne un écran du coup de 8,8 pouces qu'ils ont décidé de faire ici, hyper vertical. Genre, c'est un écran fait pour regarder vos feeds Twitter ou Instagram ou, je fais exprès de prononcer mal, je tiens à le préciser, ou Facebook ou je sais pas quoi. Donc, c'est l'écran parfait si vous êtes accro des réseaux sociaux, basiquement. Et c'est juste ridicule. En plus, la qualité de construction a l'air d'être très discutable. Genre, ça a l'air très... genre, c'est épais.
Oui, c'est vraiment épais. La bordure sur l'écran est épaisse. La construction a l'air d'être vraiment, genre, on dirait un prototype en fait. Mais oui, pourquoi pas? Bon, c'était un peu la news troll de cette semaine, si en réalité. C'est une marque japonaise, il me semble qu'il a annoncé. Donc, yep, si vous êtes intéressé, vous pourrez l'importer du Japon. Ensuite, très rapidement, une petite news au niveau de SpaceX, que je tenais à parler un petit peu, au niveau de Starship et tout ça. Pour information, je vous rappelle que SpaceX est en train de fabriquer évidemment une nouvelle fusée qu'ils appellent Starship, qui est composée d'un étage supérieur qui est le ship, ou le vaisseau en quelque sorte, qui est fait pour être 100% réutilisable, et aussi un booster qui est aussi fait pour être 100% réutilisable, mais qui est plus classique. Le booster au final, c'est vraiment la partie haute ici qui est plus intéressante par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Du coup, on avait eu quelques news la dernière fois, notamment l'un des freins qu'ils ont un petit peu en ce moment, c'est premièrement fabriquer la tour et toutes les infrastructures au sol qui permettent de lancer la fusée, donc notamment l'endroit où est stocké le carburant et la manière d'acheminer le carburant dans la fusée, et aussi le fait qu'ils ont besoin d'une autorisation pour lancer. Et cette autorisation, par information, devrait être, en tout cas la décision de l'organisme qui donne cette autorisation devrait être donnée avant le 31 décembre. Donc, pas de lancement en décembre, certainement pas. De toute façon, tout ce qui est au niveau du sol, genre toutes les infrastructures ne sont pas tout à fait terminées, donc il faut attendre encore. Mais on devrait peut-être, avec de la chance, je dis bien énormément de chance, voir un lancement en janvier, s'il y a de la chance. En attendant, il y avait d'autres news comme quoi, notamment Elon Musk a annoncé qu'il maintenant il construisait vraiment de manière sérieuse le pad de lancement au niveau de Cap Canaveral pour Starship. Donc ils avaient déjà commencé en réalité, notamment ici vous avez des images satellites qui montrent le pad, donc 39A pour information. C'est le pad depuis lequel est partie la plupart des hommes qui ont mis les pieds sur la Lune, ou même tous les hommes qui ont mis les pieds sur la Lune, il me semble. Et du coup, je vous rappelle que SpaceX le loue à la NASA pour le moment. Et vous pouvez voir qu'il y a un truc qui est apparu ici et qui s'est développé un petit peu. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à ça, je tiens à le préciser. Donc vous avez juste une rampe qui permet de de rediriger plutôt, voilà. De divertir, oui, ça va divertir les flammes. Elles vont être en mode, waouh, génial le spectacle. Non, les rediriger pour qu'elles ne finissent pas, par exemple, sur le complexe de lancement pendant que mon téléphone vibre, le complexe de lancement 39A qui est juste ici, qui est utilisé par SpaceX, qui est le seul pad qu'ils peuvent utiliser pour lancer des hommes pour le moment, des hommes et des femmes, dans leur capsule Dragon. Donc, ce serait bien qu'ils ne le démolissent pas. Donc, yep, ce pad-là va être certainement beaucoup plus rigoureux au niveau de ses prérequis que celui qu'on voit justement construit au niveau de Boca Chica au Texas, donc celui qu'on a déjà vu dans des précédents Texama Show et qui est pratiquement terminé. Donc oui, vraiment impatient de voir ça. Maintenant, ça va prendre encore un petit peu de temps. Ensuite, en parlant d'espace, une petite news très rapide sur le James Webb Space Telescope, qui, je vous rappelle, est certainement le lancement le plus attendu depuis pas mal de temps. Donc c'est un nouveau télescope qui sera mis en orbite, assez loin de la Terre en réalité, et qui est un petit peu le... Alors, en réalité, n'est pas similaire à Hubble, qui a pas mal de problèmes ces derniers temps. Il n'est pas fait pour regarder, par exemple, la lumière visible par vos yeux. Là, il regarde les infrarouges en réalité. Il a même été designé spécialement pour, notamment avec son énorme bouclier qui lui empêche de recevoir les infrarouges du soleil. Et du coup, il capture seulement les infrarouges de ce qu'il regarde dans l'espace. Donc ça, c'est le plus important. Et c'est aussi, je vous rappelle, un télescope qui est énorme. Il me semble que c'était, je ne sais plus combien de mètres de diamètre, mais il est vraiment énorme. Allez voir des images, on voit des images avec des êtres humains à côté, il est vraiment énorme. Il devrait être aussi lancé sur l'Ariane 5, donc ça c'est plutôt cool. Et il est déjà d'ailleurs présent du coup en Guyane française. Il est à peu près prêt à partir. Ils ont eu un petit problème, ils devaient lancer plus tôt que ça, mais du coup le lancement a été reporté au 22 décembre 2021, du coup à 7h20 Eastern Central Time. Donc non, Eastern Central Time, ça doit être la côte Est. Ça doit être l'heure locale.
Dans tous les cas, ce sera le 22, vous avez un décompte ici, donc 16 jours, 14 heures, 3 minutes et 27 secondes. Donc si tout va bien, c'est son lancement, ok? Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors ça va prendre du temps pour qu'il atteigne l'endroit où il doit être parqué, on va dire, pour toute sa durée de vie, parce que c'est plutôt loin. Mais, yep, j'ai vraiment hâte de voir ça et j'espère que tout va bien se passer parce que c'est un satellite qui a demandé beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Et enfin, je voulais terminer avec vite fait une petite news sur le fait que... Alors, j'ai mis la vidéo sur les SSD externes en non répertorié parce que j'ai fait une assez grosse erreur. Dans mes tests à un moment... Alors, c'était juste plus des tests pour montrer à l'écran. Mais dans mes tests, le problème, c'est que j'ai testé le disque C. Et le disque C, c'est pas le disque portable. Donc, yep, c'est un petit peu gênant. J'avais déjà fait des tests au préalable pour justement parler de cette vidéo parce que c'est selon moi le plus intéressant. Mais ce que vous devez retenir, qui est mal présenté dans cette vidéo, c'est les SSD portables, c'est cool. Je regarde si j'en ai un. Oui, je suis à qui ici, celui de... Comment c'était déjà? Ugreen, qui lui est pas bon par contre. Les SSD portables, c'est très intéressant, surtout que le prix des SSD a diminué. Ça vous permet de vraiment vous faire un petit stockage externe pour pas trop cher, qui est très compact aussi. Mais ce que je voudrais de tenir compte, c'est de prendre un boîtier externe qui a un radiateur que vous pouvez actuellement coller sur le SSD et qui va l'aider à se refroidir un petit peu. Donc j'avais mis des liens quand même. Alors la vidéo non répertoriée, vous pouvez toujours techniquement la trouver via Twitter, mais voilà. Mais j'avais mis des liens notamment vers le ROG Arion et aussi un bon boîtier externe avec un radiateur qui était un boîtier genre transparent. C'était plutôt intéressant celui-là. Il y avait des bonnes reviews en plus. Et aussi j'avais mis un lien vers, pour ceux qui ne veulent pas fabriquer eux-mêmes, vous avez le Samsung T5 qui reste toujours une valeur sûre, qui est moins rapide en réalité. Il faut en tenir compte, il est limité à 500 mAh à la seconde si je me souviens bien. Oui, 540. Mais ça reste une valeur sûre et il est pas trop cher. Il était en promotion pendant le Black Friday et tout ça, mais il reviendra en promotion de toute façon dans le futur. Donc ouais. Dans tous les cas, cette vidéo n'était pas suffisamment bonne, soyons honnêtes. Je suis encore de toute façon en train de changer un peu le format des tests et tout ça. Je vais plus vers des contenus plus courts, mais mieux préparés en réalité, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Donc cette vidéo-là était un petit peu produite à l'ancienne façon et j'ai pas du tout vu que je testais le disque C. Et ouais, voilà, je peux faire mieux et je ferai mieux dans le futur. Désolé d'avance pour ceux qui ont vu cette vidéo. Le message global de la vidéo reste toujours valable selon moi, c'est que vous devriez prendre un boîtier SSD externe avec un radiateur. Et c'est très intéressant de prendre un boîtier SSD externe. Genre, c'est pas juste pour service de stockage, vous pouvez l'utiliser par exemple pour migrer Windows vers un SSD M.2 ou vous pouvez l'utiliser pour récupérer des données ou autre chose. Donc ça reste très intéressant. Mais cette vidéo a été, voilà, un petit peu, il y avait des problèmes. Donc, yep, elle est en répertorié maintenant. Donc voilà. Et aussi une petite news de chaîne rapide, c'est que je me remets à peu près bien maintenant évidemment la maladie que j'ai eue la semaine dernière. Et du coup, le contenu devrait reprendre son cours normal cette semaine si tout va bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao.